Bon, Pierre Rabhi, merci d'avoir accepté de rencontrer la Caisse primaire du Morbihan, hein. Je vous expliquais que la Caisse primaire arrive au terme de 3 années d'action sur le thème du développement durable, et il nous a semblé utile à cette Assemblée générale faire profiter l'ensemble du personnel de votre témoignage. Et ma première question est la suivante, c'est pour mieux vous connaître. On a entendu parler de vous, Pierre Rabhi, à l'occasion des élections présidentielles. Et dernièrement, vous avez prêté aussi votre concours dans un film de Colline Serrault qui s'intitule Solution locale pour une problématique ou pour un désordre global. Alors, est-ce que vous pouvez aller plus en avant sur votre portée, vous présenter pour que l'ensemble du personnel vous connaisse? Oui. Alors, j'ai un itinéraire un peu singulier, dans le sens où je suis né dans le sud de l'Algérie, proche de la frontière marocaine, à la porte du Grand Désert, et le destin a voulu que, malheureusement, je sois orphelin vers 4-5 ans. Mon père, se posant des questions, parce que les Français avaient découvert de la houille, du charbon chez nous, on était encore sous tutelle française, sous colonisation française, et ils ont voulu exploiter ce charbon. Donc on a pris les subalternes dans le pays, les mineurs, et puis les ingénieurs et les cadres supérieurs sont venus de l'extérieur, et il se trouve que parmi ces Français, il y avait un couple, un ingénieur et une institutrice sans enfants, et mon père, soucieux de l'avenir, disant que désormais la règle du jeu n'était plus entre nos mains, mais qu'il fallait bien qu'on s'adapte à la nouvelle ère qui nous apporte le monde occidental, m'a confié donc à ces gens pour être éduqué, et c'est ainsi que je suis devenu, vers l'âge de 4-5 ans, un double culture, avec évidemment les ruptures que vous pouvez imaginer, de passer de la tradition à la modernité, de l'islam au christianisme, etc., etc. Et c'est comme ça que, disons, j'ai été mis sur le chemin de la vie. Et pendant longtemps, donc, j'ai essayé de comprendre, et cette rupture m'a, en quelque sorte, a accéléré beaucoup mon questionnement vers les choses qui n'étaient pas de mon âge. C'est-à-dire sur finalement la destinée humaine, quelle signification à l'humanité, ce qui fait que j'étais un cancre à l'école, parce que je fréquentais beaucoup trop les philosophes, pas assez des gens qui voulaient m'apprendre la chimie ou autre chose. Et ce questionnement m'a mis en route vers ce qu'on appelle la philosophie de l'histoire, et d'abord pour comprendre le séisme et les ruptures que je vivais moi-même dans mon intime et dans ma souffrance d'enfant et ma souffrance d'adolescent personnelle, et ensuite sur le sens du monde. Et j'ai travaillé je suis allé donc à Paris, c'était en pleine guerre d'Algérie, c'est pas pour des raisons liées forcément à ce drame, mais c'était simplement parce que je voulais aller en France comme un pèlerinage aux sources, puisqu'on m'avait dit que mes ancêtres étaient des Gaulois. C'était normal que j'aille voir un peu les sources de mes origines, si on peut dire. Et du coup, j'arrive en France, et à Paris, mais exclu des deux cultures. Il serait trop long d'expliquer le pourquoi de l'exclusion des deux cultures. Et je change du travail, et puis je m'aperçois que je n'avais pas tellement de qualifications. C'est-à-dire que l'éducation ne m'avait pas adapté aux besoins de la société telle qu'elle est. Je pouvais faire peut-être une très grande dissertation sur Socrate ou autre, mais ça n'avait pas l'air d'intéresser mon employeur. Donc je deviens ce qu'on appelle un OS, ouvrier spécialisé. Et vous savez qu'on vous appelle ouvrier spécialisé pour ne pas vous vexer. En fait, l'ouvrier spécialisé, c'est celui qui n'est justement spécialisé en rien. Donc je viens, et dans ce microcosme de l'entreprise, faisant beaucoup d'observations et disons, cette philosophie de l'histoire, je m'intéresse finalement à ce qu'on appelle le paradigme de la modernité. Comment cette modernité, comment se fait-il que nous, d'ailleurs vous avez les mêmes origines, comment se fait-il qu'on se trouve précipité dans quelque chose pour lequel on n'a pas été préparé. Autant on peut dire que le monde occidental, graduellement, ils sont arrivés là, et nous, il fallait qu'on saute à pieds joints de tradition à pieds joints tout de suite dans la modernité. Ce qui fait qu'avec les ruptures et les dégâts que ça a provoqué. Et cette observation du microcosme du travail m'a amené à dire, mais c'est une imposture. Comment se fait-il qu'on soit dans ce système où il faut travailler, toujours travailler plus, toujours produire plus, etc. Et finalement, avec toujours
cette idée qui résonnait en permanence, la modernité, le monde moderne, le progrès va sauver, va en quelque sorte libérer l'être humain. Et quand on observait véritablement le destin, alors là on revient strictement au destin de l'homme inclus dans le monde moderne, moi je trouvais plutôt qu'on passait d'une incarcération à une autre. C'est-à-dire que c'était un schéma ou un itinéraire carcéral. Alors quand je veux caricaturer les choses et me faire comprendre dans mes conférences, je dis, regardez, de la maternelle à l'université, on est enfermé, ensuite on va dans des casiers, ensuite quand on demande aux gens où est-ce que tu travailles, tout le monde travaille dans des boîtes, dans des petites boîtes, dans des grandes boîtes, etc. Même pour aller s'amuser, on va en boîte, on y va dans sa caisse, bien sûr, puis il y a la boîte à vieux en attendant la dernière boîte. Je suis dans une boîte. Voilà, ce qui veut dire qu'il y a fondamentalement le progrès propose le progrès, mais en même temps, on le paye par une forme d'aliénation humaine. À tort ou à raison, c'est comme ça. Je ne dis pas que j'ai raison de raisonner comme ça, mais moi, c'est mon ressenti. Et c'est à partir de ce ressenti où j'ai dit finalement, l'effort collectif de tout le monde, finalement, bénéficie à une minorité humaine qui, elle, accumule en quelque sorte, c'est-à-dire centralise l'effort de tout le monde. Alors, bon, c'est le capitalisme, etc. Là aussi, ça n'engage que moi. Je ne suis pas pour autant marxiste, bien que Karl Marx n'ait pas dit des bêtises, loin de là. Mais ce plan d'existence, j'aurais pu, disons, bon, faire ma place et j'avais des chances de devenir, rentrer dans le syndicalisme, j'avais des chances, parce qu'on me disait, bon, comme tu parles bien, tu peux venir nous représenter dans mes camarades ouvriers. Et puis j'ai décidé plutôt de retourner, enfin d'aller à la terre parce que je ne suis pas agriculteur d'origine, de tradition, mais je ne pouvais pas renoncer au fait que la vie est là, que la beauté de la nature est là et que j'en sois privé. Donc c'est comme ça qu'on a décidé avec ma famille de quitter Paris pour aller vivre à la campagne. Et le sort a fait que nous avions un ami médecin en Ardèche qui nous a dit, mais venez vivre en Ardèche. Et nous avons donc décidé ce retour à la terre. Je suis passé par une école élémentaire d'agronomie, j'ai été ouvrier agricole, et en étant ouvrier agricole, j'ai donc dans ma pratique, quand mon patron me disait d'aller traiter les arbres, ça voulait dire prendre des substances chimiques de très haute toxicité, qui diluaient dans 300 à 400 litres d'eau, qu'on projetait sur les arbres, garder une toxicité foudroyante, il fallait même pas en prendre sur la peau, respirer évidemment ça vous tue immédiatement, donc il fallait mettre des masques, se prémunir, etc. Et là ça a été pour moi le choc, mais comment se fait-il que j'avais l'impression de faire la guerre à la vie, j'avais l'impression d'agresser la vie, j'avais l'impression d'être un destructeur de la vie, et c'est comme ça que je suis devenu agriculteur bio, et de l'agriculture bio je suis passé à l'écologie, de l'écologie suite aux résultats obtenus avec l'agriculture biologique sur notre petite ferme de terre sèche qui s'est épanouie et qui est devenue une véritable oasis parce que, pour résumer l'agriculture biologique, on va chercher les forces de la vie elles-mêmes, c'est-à-dire celles qui nous ont précédés et celles à laquelle nous devons aussi l'existence, aller chercher cette énergie et la domestiquer en quelque sorte et l'utiliser pour que la vie puisse venir au secours de la vie, en quelque sorte. Et c'est comme ça que le lieu est devenu exemplaire, sans qu'on l'ait voulu. Et ensuite, je me suis dit, bon, je suis du tiers-monde. Qu'est-ce que je peux faire pour les gens du Sud? Et les circonstances ont fait que j'ai été appelé au Burkina Faso par le gouvernement du Burkina Faso. Et j'y ai introduit en 1981 le concept et la notion d'agriculture biologique, écologique. Et ce concept, je l'ai enseigné, nous l'avons expérimenté, et voilà que dans des terres arides du Sahel, eh bien, ces pratiques qu'on appelle l'agriculture écologique ont des effets extrêmement bénéfiques sur les sols qui ont été vraiment très malmenés par la sécheresse des années 70, où la faune, la flore, tout a été détruit, les troupeaux, les gens affamés, etc. Et à partir de là, j'ai acquis la certitude que nous avions en main, disons, la possibilité de demander à la vie notre nourriture tout en la respectant, et tout en respectant la terre, ne pas la détruire, ne pas polluer les nappes phréatiques,
ne pas valoriser la biodiversité acquise depuis des millénaires. Et tout cela fait partie, si vous voulez, de la pratique. Mais cette pratique a été accompagnée évidemment d'une pensée globale sur la société. Et le succès de mes pratiques m'ont amené effectivement à avoir des amis qui m'ont dit « Mais pourquoi tu ne te présenterais pas aux élections présidentielles françaises ?» Et j'ai dit « Ben voilà, je vais… ça a été pour moi un choc parce qu'évidemment, je ne me suis pas précipité, en ayant quand même la crainte de cela. Et puis à un moment, j'ai constaté que c'était juste d'être l'avocat de la vie, de la terre, l'opportunité d'une échéance politique où les gens sont à l'écoute, et bien de faire l'avocat de la vie et de la terre, l'urgence écologique et humaine. Voilà. Et depuis, ben, ça n'a pas arrêté disons, cette philosophie a continué à évoluer, à faire, sans que je l'ai cherché, je ne me sens pas gourou ou quoi que ce soit, en tout cas ça fait des adeptes dans le sens où on renverse complètement la vision et le principe sur lequel est fondée la société d'aujourd'hui, pour dire, ben voilà, attention, ce système et cette logique-là ne pourra pas durer parce qu'elle n'est pas fondée sur elle n'a pas comme fondement la pérennité. Et nous sommes dans une société, si vous voulez, de la combustion énergétique. On est en train de se rendre compte que cette combustion énergétique et le pétrole et tout ce que sortons est en train de mettre en péril finalement le futur. On se hâte de trouver des alternatives, effectivement, mais dans la réalité, pas de pétrole, pas de civilisation. Et donc voilà, c'est un peu tout cela que j'essaye de promouvoir, et aujourd'hui il y a une meilleure écoute. Et Pierre, justement, donc, quand on regarde votre trajectoire, c'est vrai qu'on est étonné, voire apaisé aussi, de voir que vous avez fait la synthèse entre votre naissance dans le sud algérien, dans une région assez précaire, où les gens, par tradition, étaient proches de l'élément naturel, et que, arrivant en Europe, vous disposez d'un savoir que les Européens ont mis à votre disposition, et tout cela vous a permis de faire une synthèse. Donc ça, c'est vraiment formidable, ce que je voulais souligner en vous écoutant. Mais aujourd'hui, la question qui se pose, Pierre, c'est dans un monde qui va compter très bientôt 7 milliards d'individus, est-ce que les solutions que vous préconisez, qui sont de retour à une agriculture respectueuse de l'équilibre, respectueuse de la terre, avec peut-être un retour vers des gestes très anciens, est-ce que vous pensez que ça pourrait suffire pour nourrir 7 milliards d'individus? Alors c'est une question que j'attendais. C'est la question qu'on nous pose d'ailleurs. C'est la question absolument redondante. Est-ce qu'avec votre agriculture, vous pouvez nourrir les 7 milliards? Bon, ça sous-entend qu'il faut vraiment bien analyser cette question de la démographie. Il y a eu des études très sérieuses qui disent que si chaque citoyen de la planète voulait vivre comme un Américain moyen, il faudrait 6 à 7 planètes. Il faut partir déjà du fait du partage et de l'équité entre les ressources planétaires. Donc ceux qui sont responsables maintenant de l'épuisement de la planète, ce n'est certainement pas les pauvres. Il faut bien se mettre dans la tête. Les pauvres ont été, et ce n'est pas les pauvres qui exhument tant de pétrole, tant de choses, ce n'est pas eux qui consomment le plus de matières combustibles, etc., qui détruisent massivement les forêts, qui épuisent massivement les mers et les océans. Ces pauvres-là sont victimes eux-mêmes. Et par le fait même, c'est parce qu'ils serrent la ceinture jusqu'au dernier degré que nous pouvons festoyer et vivre comme ça dans l'abondance. Donc il faut bien établir le fait qu'il y a une inéquité. Tant qu'il y aura une inéquité dans le partage des ressources planétaires, on ne peut pas accuser les gens du Sud, qui sont nombreux, d'être les responsables. Ils sont des victimes. Donc ils n'ont pas leur part même. Et quand j'ai travaillé en Afrique, quand vous vous imaginez, je donnais des cours dans ce qu'on appelle un CPR, un centre de promotion rurale, avec des élèves de 18 à 25 ans. Un jour je retourne, donc je faisais des retours avec ma ferme, et j'arrive dans ce CPR et je vois les élèves tristes. Je demande au directeur qu'est-ce qui se passe, pourquoi ces élèves sont tristes. Il me dit parce que les vacances approchent. Je dis tiens, mais quand les vacances approchent en général, les élèves, ils m'ont dit oui, mais tu ne te rends pas compte qu'ici au CPR, on leur assure 3 repas. Un petit déjeuner, un déjeuner et un dîner.
quand ils vont rentrer chez eux, pour certains, 70% des élèves que tu vois, en rentrant chez eux, ils ont un mauvais repas par jour, et le soir, certains, on leur donne de l'eau, ils boivent de l'eau salée pour calmer leur faim. Réel, réel. Alors quand vous voyez ça, la question démographique, si vous voulez, tout est chamboulé dans le sens. Et ça, on ne le met jamais en avant. De ce fait que, on est dans une inéquité tellement énorme, tellement considérable, que finalement, on ne se rend pas compte que notre surabondance... D'ailleurs, quand on parle de la civilisation, disons, moderne avec la révolution industrielle, je regrette, elle n'aurait jamais atteint le niveau qu'elle a atteint sans les ressources du tiers-monde. Jamais. Elle est née en Europe. Et bien sûr, il fallait l'imagination. Il fallait que les gens imaginent, hein, des chercheurs, Denis Papin ou autres, etc. Il fallait du capital financier. C'est les paysans européens qui l'ont apporté en partie par la thésaurisation qu'ils faisaient, puisqu'à l'époque, il n'y avait pas de sécurité sociale, ni rien de tout ça. Ils ont constitué la force de travail avant qu'on aille chercher la force de travail de l'extérieur, on va dire. Et puis le quatrième élément, c'est que les ressources qu'on allait chercher dans le tiers-monde, fusil à la main ou dans des espaces coloniaux, eh bien, elles étaient pratiquement gratuites. Jusqu'au choc pétrolier, vous voyez, où les gens se sont dit, mais finalement, nous, on a le pétrole, on a la matière qui fait prospérer l'Occident, et nous-mêmes, ça ne bouge pas, vous voyez. Donc il faut bien reprendre les choses dans cette question démographique, ne pas aller vers une simplification qui dirait, c'est parce que les autres... En plus, quand vous allez voir les gens du Sud, ils n'ont pas de retraite de vieux, ils font des enfants parce que c'est l'enfant qui va assurer leur vieillesse. De même que eux, leur jeunesse a été assurée pour leurs parents. Donc il y avait une solidarité, si vous voulez, de génération en génération. On prend en charge ces veuves, ces orphelins, on prend en charge tout ce qui... ils prenaient en charge eux-mêmes. Ils étaient dans une solidarité naturelle. Et aujourd'hui, évidemment, en Occident, on est dans une solidarité plutôt structurelle, c'est-à-dire administrée. Alors chez eux, c'était la solidarité absolument naturelle, où chaque individu était intégré. C'était des groupes relativement limités pour ne pas complexifier le système social. Et donc, cette question de la démographie, si on ne fait pas toutes ces analyses, on s'en tient à une simplification. C'est parce que nous sommes trop nombreux que nous ne pouvons. Prenez l'Afrique. L'Afrique fait à peu près 10 fois la superficie de l'Inde. Presque. Regardez sur... presque 10 fois. Elle est immensément riche. C'est pour ça qu'elle est convoitée par tout le monde, y compris par l'Asie, les Chinois, enfin tout le monde convoite l'Afrique parce qu'elle est riche. Elle a tout, l'Afrique. Et elle est sous-peuplée. Si on la compare, tout le continent africain n'atteint pas le milliard d'individus, alors que l'Inde est déjà au-dessus du milliard. Donc en plus, c'est un continent jeune. Donc il y a tous les facteurs positifs pour que rien ne manque aux Africains. Rien. Ils devraient même être exportateurs, comme ils l'ont été pendant pas mal de temps. Ben voilà un continent dans lequel les famines, la misère, l'indigence ne cessent de se développer. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, la gouvernance du monde n'a pas intégré en quelque sorte la vertu dans la gouvernance du monde, c'est-à-dire l'équité, le partage, mais ce n'est pas parce que les ressources manquent, ça n'est pas vrai. D'ailleurs, j'explique que symboliquement, on dirait, symboliquement, avec un grain de blé, on peut nourrir l'humanité. Donc, et c'est vrai, prenez un grain, vous le semez, même le plus mauvais cultivateur, il va avoir au moins quand même 20 épis. Chaque épi contient une quarantaine de graines, et vous voyez la démultiplication qui est fantastique. Donc la nature est absolument prodigue. Seulement le système qui gère tout cela, comme il a donné la prépondérance absolue à l'argent que je ne critique pas je ne diabolise pas quand il participe à la vie, mais qui devient négatif quand il devient comme aujourd'hui, c'est-à-dire qu'il établit ses propres lois, il ne fonctionne que ses propres lois, et du coup rend l'humanité démente. C'est à cause de lui qu'on détruit les forêts, c'est à cause de lui qu'on écume les mers, c'est à cause de lui
qu'on s'entretue, c'est un désastre absolu. Et tant qu'on n'est pas arrivé, disons, à cette élévation de conscience qui mettent les choses vraiment à leur place, et qu'il y ait, alors on va sur la Lune, enfin on fait des prodiges technologiques, sauf que sur cette planète, on n'a pas résolu les problèmes fondamentaux que chaque être humain puisse boire de l'eau potable, manger à sa faim, nourrir ses enfants, etc. C'est là qu'est la priorité. La priorité, c'est pas de faire des programmes interstellaires. Et donc, comme la morale globale de l'humanité n'a pas, en quelque sorte, défini ce qui était de l'urgence absolue, inspirée par une équité, une morale absolue, eh bien évidemment, ça ira toujours mal sur la planète. Voilà. Donc Pierre, si je reformule, donc il y aurait selon vous suffisamment de quoi nourrir tout le monde, hein, en gros, et que le vrai problème qui se pose, c'est le problème de l'équité que vous évoquez à plusieurs reprises, et le problème donc, du partage entre le Nord et le Sud, c'est ça, hein. Oui. Alors, pour aller plus loin dans notre entretien, Pierre, question c'est, qu'est-ce que vous proposez pour qu'effectivement, je dirais, les gens qui habitent le Nord, et même ceux qui habitent le Sud, soient effectivement interpellés, soient effectivement convaincus, en clair. J'habite en Bretagne, je suis ici. Comment, en tenant compte effectivement de l'état des lieux que vous dressez, comment moi, breton, ici, je peux agir pour pouvoir effectivement aller plutôt à la construction, parce que le constat, on le fait. Oui. Hein. Et donc là, c'est exactement ce que vous proposez dans votre site interactif, Mouvement de la Terre et de l'Humanisme. Pour la Terre et l'Humanisme. Alors, vous avez créé donc en 2006. Oui. Alors, globalement, qu'est-ce que vous proposez comme démarche? Alors, il faut bien remplacer les choses. C'est-à-dire que mon discours semblerait être « je suis l'avocat des pays du Sud ». Non, je suis l'avocat des pays du Nord aussi. Oui, oui. Parce qu'aujourd'hui, prenez la photographie de la France. Elle est déjà dans la misère. Si l'État n'intervient pas avec des RMI, des RSA, tous les dispositifs que l'État met en place, si le secourisme social, Emmaüs, Resto du Cœur, Secours catholique, protestant, Armée du Salut, etc., tout ce monde-là intervient en quelque sorte dans la société pour finalement venir et maintenir la société dans une apparence de prospérité. D'ailleurs, on va évidemment, on va objectivement vers une impasse gravissime, qui est celle, d'ailleurs, l'actualité par rapport aux retraites, par rapport à toutes ces convulsions que la société ressent. Je rencontre beaucoup de jeunes qui sont aussi dans... Bon, d'accord, j'ai des diplômes, enfin, mon père aussi avait des diplômes, mais il est au chômage, enfin, etc. Donc il y a quelque chose qui est aujourd'hui, qui transcende en quelque sorte les problématiques nord-sud pour aller vers une problématique globale et humaine. Alors, bien entendu, si on ne change pas de vision, c'est-à-dire que si on ne part pas sur ces valeurs fondamentales de partage, d'équité, évidemment, même avec l'agriculture bio, je veux dire, il n'y a rien qui changera. Une deuxième chose, moi je connais des gens qui sont des fervents de l'agriculture bio, mais ils ne sont pas pour autant équitables. Je veux dire, c'est pas parce que vous mangez bio, vous recyclez votre eau, vous mettez des panneaux solaires sur votre toiture que vous êtes bien. Ça ne vous empêche pas d'exploiter votre prochain. Donc le problème aujourd'hui, c'est comment faire que l'humanité, globalement, l'espèce humaine se questionne sur son destin collectif. Parce que le destin, il est collectif. Il n'y a pas le nord et le sud. Et je dis très souvent, l'unité de l'humanité est absolue. Vous pouvez marier une petite pygmée de 1m40 ou de 1m30, je ne sais pas combien elle fait, avec un grand nordique blond, etc. Ils feront des enfants. Ça sera peut-être acrobatique, mais ils feront des enfants. Donc le problème, c'est qu'il faut reconnaître l'unité du genre humain, comme l'unité de la planète. La planète, il n'y a pas un pôle contre un autre. Il n'y a pas l'éléphant d'Asie contre l'éléphant d'Afrique. C'est-à-dire que aujourd'hui, il faut que l'élévation, si vous voulez, de la conscience collective de l'humanité soit telle qu'on perçoive l'unité absolue de tout en tout. Et à partir de là, on élabore dans cette perspective-là, ça inspire le politique, ça inspire tout le monde pour vraiment prendre, mais tant que cette évidence n'a pas été ancrée profondément dans le genre humain, dans l'espèce humaine, je crois qu'on fera toujours des plans qui sont éphémères et qui répondent à une problématique, c'est-à-dire qu'on fera une sorte d'allopathie, c'est-à-dire où on va corriger les symptômes, mais
on va corriger les symptômes indéfiniment alors qu'on n'a pas allé chercher quelle est la source du problème fondamental. Et la source du problème, la source des crises est dans l'être humain lui-même. C'est ce que vous appelez la conscience et l'insurrection des consciences. Alors, c'est pendant ma campagne électorale, on m'a poussé donc à me présenter, et moi j'ai pas voulu dire la gauche, la droite, etc., même les écolos, mais rien du tout. J'ai dit aujourd'hui, j'ai interpellé l'être humain en disant c'est l'insurrection des consciences. Et quand on parle d'insurrection des consciences, c'est-à-dire qu'on interpelle chaque individu dans sa responsabilité propre. Et à partir de ce moment-là, on transcende les appartenances pour dire, voilà, c'est le genre humain entier qui doit réfléchir ensemble, et les consciences sont partout. C'est ça qui est merveilleux, moi j'en trouve absolument partout. Là où je ne devrais pas les trouver, où je devrais trouver des réactions négatives, je trouve des êtres humains qui sont en interrogation. Aujourd'hui, c'est pas parce que vous avez réussi, disons socialement, que vous avez réussi humainement. Il y a des gens qui me disent, moi, mon entreprise va très bien, mais c'est moi qui vais mal. Et il y a aujourd'hui de plus en plus de jeunes qui disent, moi, je veux réussir ma vie et pas seulement ma carrière. Donc, si vous voulez, le questionnement est en train de changer parce qu'on a tellement souffert, on souffre tellement, y compris dans la surabondance, qu'aujourd'hui, beaucoup de gens se disent, mais finalement, où est le problème? Ben, le problème, c'est nous. Et comment est-ce que je vais, en quelque sorte, aller vers le bonheur? Parce que la quête du bonheur est une quête universelle. Seulement, on a beaucoup d'illusions. C'est-à-dire que je ne diabolise absolument pas l'argent. Quand il a sa fonction véritablement de régulateur, il est merveilleux quand il est régulateur, parce qu'il représente l'effort, il représente la créativité, il représente des choses nobles. Mais le problème aujourd'hui, c'est que nous avons donné à l'argent les pleins pouvoirs, le pouvoir absolu, et l'argent, vous le savez mieux que moi, fonctionne pour lui-même. C'est-à-dire, il fonctionne pour lui-même. Et par ailleurs, nous avons des êtres humains qui ont été manipulés à n'être jamais satisfaits, jamais et insatiables. Et cette insatiabilité fait que, avant même d'avoir résolu l'indispensable, on est quelquefois dans le superflu. Or, l'indispensable, il est limité. Moi, je ne peux pas manger plus que je ne peux manger à un repas. Il faut que j'attende le repas suivant. Je suis régulé, mais je ne peux pas manger indéfiniment. Donc tout cela est régulé. Par contre, mes désirs, eux, peuvent n'avoir aucune limite. Je vais vouloir ci, vouloir ça, vouloir ça. Et à ce moment-là, la machine, disons économique mondiale, eh bien, elle fonctionne pour satisfaire beaucoup plus de superflu que l'indispensable. Et du coup, le désir humain, si nous sommes dans une société de l'insatiabilité, c'est cette insatiabilité qui donne le rythme, en quelque sorte, de ce qu'on appelle la croissance économique, laquelle croissance économique est indéfinie, etc. Et nous sommes dans un piège duquel on ne peut pas sortir si on ne prend pas comme principe de rentrer dans cette belle civilisation de la modération. La modération, ça ne sert à rien de faire des capteurs solaires, des machins et des trucs si on est insatiable. Imaginons une voiture, bon, effectivement, je pollue pas parce que je roule avec un carburant non polluant. Mais je vais me dire, puisque je ne pollue pas, je vais rouler, puisque je ne cause pas de nuisance. Et j'oublierai complètement qu'il faut des infrastructures, si elles sont trop nombreuses, il faut des infrastructures, il faut des autoroutes, et à ce moment-là, c'est la Terre qui est ruinée et tout ça. Donc, c'est tout ça pour dire qu'il n'y a pas de solution si on ne prend pas le facteur humain comme un facteur objectif. C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas de dire le bien ou le mal, ou ce qui est comme ça, c'est de dire l'humain, c'est ça. Et la crise est humaine, et si on ne travaille pas sur l'humain, on ne changera pas la crise. Comment élevons-nous nos enfants? Sois le meilleur, fais la performance, toujours performance, depuis tout petit. C'est pour ça qu'Illich disait, le premier lieu des inégalités, c'est l'école. Parce que finalement, ce qu'on appelle l'instruction, c'est quelque chose qui, aujourd'hui, plutôt que de se préoccuper de l'être humain et dans lui-même, se préoccupe de lui donner des capacités et des performances et des qualifications pour qu'il serve le mieux le modèle. Voilà. Et moi, j'ai toujours eu le sentiment, à tort ou à raison, je ne suis pas là en train d'asséner des vérités, c'est ce que je ressens, moi. Et j'ai toujours senti qu'on préparait beaucoup plus des soldats de l'économie que des êtres humains épanouis. Et c'est pour ça qu'on est d'ailleurs à l'origine de la création de 2 écoles, parce que nous voulons
à notre petit niveau, reprendre la notion d'éducation qui met en priorité l'épanouissement de l'être humain. Après, les compétences, il les aura. Je n'ai jamais vu quelqu'un qui a de l'enthousiasme, ce qu'on appelle l'enthousiasme, c'est mettre le divin en soi. C'est-à-dire cette créativité, cette liberté qu'on peut avoir. Après l'acquisition d'un métier, d'une profession, ne vous inquiétez pas. S'il y a passion, s'il y a, disons, s'il y a une évolution de soi-même, c'est-à-dire aussi il y a épanouissement de la personne, j'ai jamais vu une personne épanouie qui n'ait pas trouvé que faire pour donner un sens à sa propre vie. Et on fait l'inverse, c'est-à-dire qu'on apprend aux enfants à être performants, surtout dans un contexte où aujourd'hui c'est remis en question, parce qu'aujourd'hui, mes enfants sont grands, mais je ne pourrais pas leur dire, si tu travailles bien, tu auras un diplôme, tu auras un boulot. Ça serait presque leur mentir, parce que ce n'est pas possible. Alors prenons en compte toutes ces mutations qui sont en train de se faire, et en partant de ces mutations-là, eh bien, on va comprendre quelle orientation donner à la vie. Mais ça ne peut certainement pas être dans le toujours plus, et c'est pour ça que j'ai écrit un livre qui s'intitule « La sobriété heureuse », parce que je pense qu'on est dans la surabondance et souvent malheureux, et ce qui me frappe, c'est que quand je vais dans les pays du Sud, qui auraient tout lieu de pleurer du manque, ils sont heureux. Alors ça veut dire que la joie ne s'achète pas. La joie n'est pas liée à votre compte en banque, elle est liée à une posture et à une attitude intérieure qui vous donne cette joie. Pierre, bon, c'est toute une humanité que vous reconstruisez autour je dirais, de la redécouverte d'un certain nombre de valeurs, mais moi je suis un peu étonné quand je lis ici et là que vous intervenez dans les entreprises. Oui. Alors, dans ces boîtes que vous évoquiez tout à l'heure. Alors quel doit être le discours de Pierre Rabhi dans une entreprise dans laquelle effectivement on met en mouvement toutes ces forces économiques, dans lesquelles parfois l'humain est relativement absent. Alors comment vous distribuez votre discours? D'abord, la première chose qu'il faut bien savoir, c'est que je ne suis pas dans le jugement de qui que ce soit. Vraiment. Les auditeurs, personne ne doit se sentir visé. Parce que, vraiment, ce n'est pas quelque chose où je vais désigner les coupables, etc. Moi-même étant dans mes propres incohérences, je ne peux pas dire que je sois en dehors de l'incohérence du monde. J'ai bien une voiture, je mets de l'essence dedans, je pollue comme tout le monde, etc., etc. On est tous pris dans cette nasse. Donc vraiment, je serais désolé si qu'un individu, quel qu'il soit, sente que je suis en train d'être critique à son égard. Par contre, je suis intraitable sur le modèle qu'on a créé et qui est incompatible avec ni l'humain ni la nature. Ce modèle-là, c'est celui-là auquel je m'en prends, parce que ce modèle, comme je l'ai dit tout à l'heure, a donné la prépondérance absolue au lucre. Et je répète, l'argent n'est pas diabolisé quand il fonctionne. Mais quand l'argent devient le seul but et devient presque obsessionnel, en quelque sorte, et prend ce pouvoir considérable sur le destin collectif de l'humanité, là non. Non. L'argent n'a pas à prendre le pouvoir sur le destin de l'humanité, il doit être ramené à sa fonction, qui est la fonction de régulateur magnifique, qui peut être magnifique dans sa régulation, mais pas dans ce paradigme qui lui donne le pouvoir absolu. Donc ça c'est évident. Et par ailleurs, donc quand j'ai un peu oublié votre question. Quand vous intervenez dans les entreprises. Alors je suis étonné, justement parce que cette notion d'appel à l'insurrection des consciences, fédération des consciences, qu'est-ce que ça fait l'appel à la conscience d'un individu? C'est-à-dire qu'on transcende les appartenances, peu importe ce qu'on est. Moi, je suis avec la princesse de Polignac, je veux dire, il n'y a pas rencontre plus improbable qu'un petit arabe né dans le sable avec une princesse de la dynastie des Polignac. Et pourtant, nous sommes vraiment dans quelque chose de magnifique en tant que convergence. Pourquoi notre convergence, elle ne s'est pas faite sur notre histoire, ni sur nos castes, elle s'est faite sur cette affinité que nous avons à l'égard de la vie que nous voulons aider, protéger, aimer
etc. Et c'est la raison pour laquelle je suis ici. Vous voyez, donc ça a transcendé cela. Alors j'ai été invité au MEDEF, même au MEDEF, et donc je me suis dit, ça c'est le lieu où on va m'écorcher vif, quoi. C'est-à-dire, puisque je suis complètement en contradiction avec, les préceptes du système de la productivité, etc. J'ai appris que Madame Parizeau était très sensible à mon discours, etc. Donc j'ai été invité par Madame Parizeau à parler au MEDEF. Et je me suis dit, mais quel discours je vais pouvoir tenir? Ben, j'ai tenu le discours que je vous tiens. Voilà, c'est tout. Et les gens se sont reconnus. Ça les a ramenés finalement à leur interrogation intime. Parce que nous avons une apparence sociale, on est ci, on est ça, on a un tel statut, on est ceci, on est ça, et puis finalement, on se rend compte que nous sommes des êtres humains. Avant toute chose, nous sommes d'abord des êtres humains. Et une fois qu'on a enlevé ces titres, ces machins, ces diplômes, ces trucs, nous sommes un être humain nu, et dans sa précarité, et dans sa vulnérabilité, mais à la fois dans sa puissance aussi, dans la capacité d'être puissant. Alors ce qui fait que quand je parle comme ça, et je suis de plus en plus invité dans ces cercles-là, eh bien, après ça, les gens viennent me voir. J'ai été critique, j'ai dit il faut peut-être envisager la décroissance, mais j'ai renoncé à ce terme-là parce qu'il révulse tout le monde et que c'est pas assez mal compris. J'ai donc réajusté mon langage de façon à quand même à ne pas m'attirer les foudres immédiates, mais je m'explique sur les choses. Et qu'est-ce qui se passe? Il y a presque une affection qui se met en place. Vraiment, une affection. J'avais donné une conférence à la Sorbonne aussi, et j'ai pas parlé de la carrière des jeunes, etc. J'ai parlé du souci qu'ils avaient par rapport à l'avenir aujourd'hui. On peut comprendre que des jeunes aient un souci par rapport à l'avenir. Comment voulez-vous ne pas un jeune, comment voulez-vous qu'il ait confiance dans l'avenir quand il voit la déliquescence du système pour lequel il s'est préparé à servir et dans lequel il voulait s'intégrer? Donc du coup, il y a une angoisse qui est grandissante. Elle s'exprime dans la rue, elle s'exprime de mille façons, peut-être d'une façon maladroite, mais aujourd'hui quand même, on peut se questionner sur l'avenir. Et en se questionnant sur l'avenir, on se dit, ben voilà, ce système, à l'évidence, arrive à ses limites, dans une espèce de déliquescence généralisée. Regardez que ce soit national, que ce soit en géopolitique. Moi, j'ai beaucoup d'affection pour Obama, parce que j'ai lu une grande partie de sa biographie, et c'est un homme qui est humain, qui est un humaniste, vraiment un vrai humaniste, c'est-à-dire quand il s'est impliqué dans les quartiers difficiles, quand il s'est impliqué sur sa générosité propre. Donc regardez ce qu'il est en train d'aujourd'hui d'être broyé pratiquement dans ces contradictions. Et pourquoi cela? Parce que notre modèle de société implique forcément des règles, et ces règles sont cruelles. Voilà. C'est la cruauté. Que nous avons mis sur la planète un système dualiste, c'est-à-dire quelle nation va vaincre l'autre nation, etc. On a fragmenté en quelque sorte une réalité qui est unitaire, comme je le disais tout à l'heure. On a créé des frontières, et puis chacun se planque derrière ces frontières, ce qui provoque, au lieu de provoquer la sécurité, provoque l'insécurité, parce qu'on regarde l'autre, le voisin, comme étant un ennemi potentiel, ce qui veut dire que pour se protéger de cet ennemi potentiel, eh bien, on va fabriquer des armes, et les plus épouvantables qu'ils soient, et on est dans une démence généralisée. Et on est allé à créer. Comment se fait-il que nous ne comprenions pas que c'est la solidarité qui va créer la sécurité? Et ce n'est pas la dualité qui va créer la sécurité. La dualité ne peut créer que de l'angoisse, et que de l'antagonisme, et que de la violence. Si on n'a pas compris cette chose élémentaire, je ne vois pas alors qu'est-ce qu'on peut faire. Et il faut éduquer les enfants, non pas dans l'autre est mon rival, l'autre, etc. On peut dire que l'autre est mon complément. Et nous sommes tous complémentaires, chacun a des talents, et ces talents, si on arrive à les mutualiser, à les mettre ensemble, ça fait le bonheur de tout le monde. Mais il y a une valeur fondamentale aujourd'hui, c'est qu'on peut tout acheter avec l'argent, tout ce qu'on voudra, sauf la joie. Heureusement, parce que si il y avait des magasins où on puisse acheter de la joie, là, ça serait l'injustice la plus... Là même, Dieu, je l'accuserais d'avoir vraiment été totalement injuste. Alors, là, ça aurait été le summum. Et bien, la joie, elle se donne
vous la trouvez dans la chaumière, vous ne la trouvez pas dans le palais, vous la trouvez, elle se donne, et des gens joyeux, et c'est le bien suprême pourtant, la joie. Quand vous êtes dans la joie, si vous vous sentez dans une plénitude absolument extraordinaire, dans une légèreté absolument extraordinaire, vous remerciez la vie, voilà, vous êtes dans l'admiration, dans la joie, et ça c'est le bien suprême, sauf que vous ne l'achetez pas. Non. Voilà. Donc, travaillons pour un avenir joyeux. C'est pour ça que j'avais proposé la sobriété heureuse, dans le sens où c'est le bien suprême vers lequel auquel tout le monde aspire, mais maladroitement. Voilà, si vous voulez, ma philosophie. La sobriété joyeuse, c'est bien aussi. Hein. Oui, sobriété joyeuse. Pierre, bon, on arrive à la fin de notre entretien. Merci. Donc là, vous avez 600 personnes qui travaillent à la sécurité sociale. Et donc, ce sont des gens qui sont dans un service public, si vous voulez, qui les fait mettre en contact avec de la détresse, avec de la maladie, avec des choses comme ça. Alors, si vous aviez quelque chose à leur dire, je sais bien que vous ne pouvez pas dire à chacun d'entre eux, mais en tout cas, à eux, si vous aviez quelque chose à dire, qu'ils puissent ramener chez eux, hein, puisque soit ils vont retourner chez eux dans la famille, qu'est-ce que vous pouvez leur dire, Pierre? D'ailleurs, ma reconnaissance pour leur engagement, pour ce qu'ils essayent de faire, pour justement, disons, infléchir, limiter la détresse, réparer tout ce qui peut se passer dans... il y a beaucoup d'êtres humains qui sont cabossés, qui sont mal, et des gens qui vouent leur existence à amener justement un soulagement, une aide, etc. Je ne peux qu'être très, très reconnaissant. Mais à la fois, il faut que nous travaillions à faire en sorte que la détresse n'ait pas lieu. C'est-à-dire qu'on ne peut pas simplement continuer à laisser notre modèle de société déglinguer tout le monde et ensuite on a des pompiers qui viennent réparer. Non, c'est pas ça. Donc il faut répondre à l'urgence parce qu'il y a détresse et il faut répondre. Et là, je suis totalement reconnaissant, mais il faut mettre en perspective quelles sont les actions, comment pouvons-nous organiser ce vivre ensemble qui puisse éradiquer la détresse. C'est comme les déchets, c'est pas de les recycler, c'est de ne pas les produire. Et comme tout, du coup, nous sommes dans un système pompier-pyromane, c'est-à-dire le même système déglingue et puis ensuite on essaie de réparer. Et ça n'a pas de limite. Donc aujourd'hui, répondons à ce qui est l'urgence aujourd'hui de la détresse, et ça, vraiment, je suis très très reconnaissant à tous ceux qui le font et tout ce qui est, mais mettre en perspective le fait que ce n'est pas une situation qui doit durer, c'est une situation provisoire, on répond à cette détresse, mais mettons-nous ensemble pour travailler à ce qu'il y ait de moins en moins de détresse. Vous voyez, c'est cela qu'il faut faire, répondre à l'urgence, mais en même temps agir pour que le mal n'ait plus lieu, éradiquer le mal. Et voilà. Merci Pierre pour cet entretien. Merci à vous.